Bonjour à tous, merci du coup d'être aussi nombreux à ce nouveau hashtag partenaire sur le pouce organisé par le dispositif d'appui à la coordination du Nord Seine-et-Marne. Je suis Solène Thiebaud, je suis chef de projet territorial donc du coup au sein du DAC 77 Nord. Et donc pour cette première rencontre de l'année 2023, nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe mobile Précarité Psychiatrie portée par l'association Equalis qui va nous présenter du coup ses missions et deux cas pratiques, deux cas de prise en charge. Ils vont se présenter tout de suite après. Avant que nous commencions, moi, je vous rappelle un petit peu les règles de fonctionnement. Donc, pour ceux qui l'ont déjà fait, merci de vous être identifiés avec vos noms et fonctions dans le chat. Je vous demande également de bien vouloir couper les micros. On aura un temps réservé aux échanges à la fin de la présentation. En tout état de cause, donc on va commencer par la présentation. Vous n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau. Moi, je relèverai les questions et on les redonnera à l'oral pendant le temps d'échange qui sera consacré à la fin. Hop, je désactive votre son, je l'ai fait. Et excusez-moi, j'ai perdu le fil du coup. Donc, je vous disais le temps de questions qui sera consacré à la fin. Vous écrivez au fil de l'eau. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, poser vos questions en direct. Vous n'hésitez pas à utiliser la fonction lever la main ou après vous signaler si vous ne savez pas le faire directement. Pour rappel, le webinaire est enregistré. Il sera disponible par la suite sur notre chaîne YouTube. Je vous ferai également passer, je vais vous le donner dès maintenant. Nous avons des petits questionnaires de satisfaction, voilà, pour savoir ce que vous en avez pensé. Je vous mets le lien là, dès le début de la rencontre, dans le chat et je vous le remettrai à la fin. Donc, comme ça, si vous devez éventuellement partir avant, n'hésitez pas à nous faire remonter. Oui, tu peux venir. Viens. Non, mais tu peux. Et je laisse la parole à Madame Séverine Chan. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Séverine Chanet, éducatrice spécialisée de l'équipe mobile précarité psy de Equalis. Voilà. Donc, voici le docteur. Bonjour, je suis le docteur Kress, médecin psychiatre, coordonnateur de l'équipe mobile psychiatrie précarité Moutamo. Et bonjour à tous, je suis Andy Batou, le psychologue de l'équipe mobile psychiatrie précarité. Donc, merci à tout le monde, en tout cas, d'avoir répondu à la demande de Madame Thiebaud concernant l'équipe mobile précarité psychiatrique. On va lancer un petit PowerPoint, du coup, pour vous expliquer un petit peu les missions, quelles sont un petit peu nos journées de travail, comment ça s'organise, comment nous solliciter aussi. Et du coup, je remercie aussi beaucoup Lise qui a été à la création de ce petit PowerPoint. Hop, voilà. Alors, avec de belles images, bien sûr, qui représentent aussi notre service. Voilà. Madame Chanet, est-ce que vous pouvez juste… Ah, ben voilà, super. Voilà. J'ai un pro à côté de moi. Moi, je ne suis pas la pro de l'ordi. Je sais écrire, mais voilà, c'est tout. C'est parfait. Donc, voilà. Docteur, si vous voulez présenter un petit peu plus. Hop. Oui, donc, pour dire, l'équipe mobile de précarité psychiatrie est née le 1er janvier 2010. Donc, il était porté par l'association à l'époque, la Rose des Vents, qui est devenue Equalis. Et pour répondre à un circulaire ministériel de 2006 qui mettait en place des équipes mobiles de psychiatrie et précarité dont les missions sont autour de 3 missions. Donc, les missions sont aller vers les personnes qui sont dans la rue, les personnes qui nécessitent un suivi ou des soins psychiatriques ou qui sont en rupture des soins psychiatriques. En fait, la création de ces équipes s'est imposée à la suite des études qui montraient que la majorité, ou 30%, exactement 30% des personnes à la rue souffrent des troubles psychiques. D'où l'intérêt de créer des équipes qui vont vers ces personnes, car malheureusement, ces personnes, s'occuper de leur état de santé mentale n'est pas leur priorité. Ils sont à la rue, il y a d'autres priorités pour eux que de s'occuper de leur mental.
L'équipe un petit mobile peu de le secteur. psychiatrie précarité, donc 77. Il y a deux équipes, une équipe au nord et une équipe au sud. L'équipe de nord, Sénéman Moutamo, donc il s'occupe des territoires des psychiatriques, des secteurs psychiatriques de grand hôpital est francilien. Donc, pratiquement le territoire de l'hôpital de Jossigny et de Mont et de Colomiers. Donc, pour une population environ pratiquement de 1 700 000 habitants dans le nord Seine-et-Marne, dans les dernières statistiques. Ça, c'est après sur les polices. Voilà. Donc, l'équipe mobile psychiatrie précarité, son lieu aujourd'hui, il est hébergé sur le site d'Orgemont, qui propose plusieurs dispositifs médico-sociaux, dont le lit Alt Soins Santé, 25 lits, lit d'accueil médicalisé, 25 lits, et les appartements thérapeutiques ACT qui sont 30 places. Donc, le MPP ne dispose que de bureaux dans ce site, car c'est une équipe mobile, vous imaginez, donc c'est plus, on est plus chez nos partenaires, parce que là, on se déplace plus chez nos partenaires et dans les structures médico-sociales qui peuvent nous accueillir et qui ont la générosité de nous offrir souvent des bureaux pour pouvoir évaluer et les personnes qui nous sont adressées. Donc, les missions de l'EMPP sont 3 missions. D'abord, c'est aller vers ces personnes, rencontrer, évaluer et orienter vers les services de droit commun, donc les personnes qui sont à la rue, qui sont loin des services de droit commun ou dont l'accès il est plus compliqué pour eux. Donc, il fallait créer une équipe qui va vers ces personnes, qui les rencontre, qui les évalue et qui les accompagne vers ces structures de droit commun s'il y a un besoin d'hospitalisation, s'il y a un besoin de prise en charge, donc les orienter vers les différents centres médico-psychologiques des secteurs. Donc, deuxième mission de l'équipe mobile, c'est apporter du soutien aux acteurs professionnels qui sont vous, donc toutes les personnes qui référentes de ces usagers qui ont besoin des soins psychiatriques ou qui ont besoin d'un soutien et que vous, en tant que professionnel, vous repérez des problématiques psychiatriques. Et donc, nous, notre rôle aussi est de venir auprès de vous pour vous soutenir, pour vous accompagner. Vous êtes, vous, dans la prise en charge, vous remarquez bien que c'est ces prises en charge qui sont compliquées, que peut-être qu'il y a besoin d'un avis d'une personne différente ou d'une équipe différente hors de cette prise en charge, d'où notre rôle de vous accompagner. D'abord par rapport au suivi, mais aussi par rapport à tout ce qui peut être une sensibilisation, information aux problématiques psychiatriques et leur gestion. Ceci se passe à travers donc des réunions de synthèse, des appels téléphoniques, parfois suffit, de réunions de synthèse, de réunions d'information, de sensibilisation ou à tout ce qui est problématique psychiatrique. Le troisième réseau, la troisième mission de notre équipe, c'est aussi favoriser la mise en réseau pour l'accès à l'hébergement et à l'insertion des personnes stabilisées dans leur traitement. Vous savez que malheureusement, les secteurs psychiatriques sont depuis les années 73. Donc, depuis les 73 à ce jour, chaque secteur psychiatrique, il était supposé pour 70 000 habitants avec 20 lits d'hospitalisation. Sauf qu'avec le fil de temps, vous imaginez le nombre, l'extension de nos secteurs psychiatriques qui sont presque qui ont doublé de nombre d'habitants, sauf que le nombre de lits d'hospitalisation n'ont pas changé. Et malheureusement, la pathologie psychiatrique, c'est une pathologie très chronique, donc ça peut prendre des longues périodes de soins avant d'être stabilisé. Et une fois que la personne est stabilisée, malheureusement, nos patients psychiatriques, je dirais, cumulent beaucoup de problèmes psy, mais aussi problèmes de santé physique, mais aussi des problèmes sociaux, notamment l'hébergement, l'accompagnement dans la réinsertion socio-professionnelle, ce qui prend de longues périodes de soins.
Et donc, il y a des personnes qui sont en psychiatrie, qui sont stabilisées, qui sont là depuis parfois des années, et que les services de psychiatrie n'arrivent pas à les sortir vers les structures médico-sociales. Parce que je pense qu'il y a des méfiances de la part des uns et des autres, des structures médico-sociales, à prendre en charge nos patients psy. Ben, souvent, ils disent que nous, on n'est pas formés à gérer les problématiques psychiatriques, sauf que malheureusement, parfois, ils tombent dedans sans savoir que telle personne a des problèmes psychiatriques. Et les services hospitaliers aussi sont méfiants de leur part quand les différents CHU, les accueils de jour, accompagnent leurs patients psy et des personnes sans domicile vers les hôpitaux psy. Souvent, les urgences psychiatriques ou les hôpitaux psychiatriques en général hésitent beaucoup à hospitaliser parce que malheureusement, on ne peut pas remplir nos lits par des personnes qui n'ont pas de solutions d'hébergement. Ça, je veux dire, c'est la réalité du terrain. Aujourd'hui, quand on est des gardes, on a 2-3 lits, on essaye de faire le maximum pour hospitaliser les gens qui ont le plus besoin des soins psychiatriques urgents, des véritables troubles psychiatriques, et pas seulement les gens qui sont en détresse sociale ou qui ont des difficultés, voilà, ou des troubles psychiatriques. Nous, qu'on juge au niveau de la psychiatrie, aujourd'hui, la psychiatrie publique, il s'occupe vraiment des pathologies psychiatriques lourdes et qui n'est pas aujourd'hui en mesure de prendre les pathologies psychiatriques légères par défaut des moyens et défaut aussi des lits d'hospitalisation. Donc, cette mission de sortir nos patients stabilisés en psychiatrie vers les structures médico-sociales reste toujours, je dirais, la plus dure de nos missions et la plus difficile à réaliser. En quelques années de travail sur l'équipe mobile, je pense qu'on n'a pas dépassé 10 personnes sortant de l'hôpital vers les structures médico-sociales, malheureusement. Malgré qu'on essaye d'entrer en lien avec les différentes structures médico-sociales, avec le CIAO, avec tous les partenaires. Il faut aussi dire que rencontrer, évaluer, orienter, ça concerne un public aussi majeur et qui est sans hébergement, en tout cas sans logement. Quand on parle d'hébergement, on parle de locataires ou de propriétaires de logement, pas de structure. Bien sûr que CADA, UDA, CHRS, tout ça, ça rentre en tout cas dans une évaluation de MPP. Jusqu'à l'année 2020, nous, on voyait tout ce qu'on considère dans la précarité, que ce soit un hébergement ou pas. Sauf que la demande de l'ARS aujourd'hui, que le MPP se spécialise plus pour les personnes sans hébergement et des personnes qui ont… On est en visio, excuse-moi. On avait réservé la salle normalement. Ça dure jusqu'à 14h. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, nous pouvons prendre en charge que les personnes qui sont dans les structures d'accueil médico-social, dans les accueils de jour, à la rue, ou toutes ces personnes, et qu'on n'a plus, en tout cas, on n'est plus autorisé à avoir des personnes qui ont un hébergement, qui ont chez eux, ou des personnes relevant de la mission locale ou de Pôle emploi. Donc, qui sont les pathologies les plus fréquentes qu'on rencontre sur notre équipe mobile de psychiatrie précarité? Depuis plusieurs années, dans nos rapports d'activité, ce qu'on voit, les pathologies qui nous paraissent les plus présentes, notamment, je dirais, le trouble de l'humeur, de pathologies qui sont souvent aussi les stress post-traumatiques, on voit que c'est de plus en plus, avec notamment l'arrivée de plusieurs vagues de populations migrantes, et le trouble anxio-dépressif et le trouble de la personnalité avec les conduites addictives associées et les carences affectives et éducatives. Les psychoses restent quand même, en tout cas dans nos derniers rapports d'activité, pas la pathologie la plus présente. On est loin aujourd'hui par rapport aux statistiques d'autres équipes parisiennes qui sont quand même un pourcentage beaucoup plus que nous. Ils arrivent dans certaines équipes parisiennes à 30% de leur population, c'est de la psychose. Ce qu'on n'a pas nous constaté, en tout cas sur l'équipe mobile psychiatrie et précarité de Nord Seine-et-Marne.
Ça, c'est le territoire Voilà, d'intervention. le territoire d'intervention, vous voyez que c'est même, je dirais, c'est assez grand. C'est la Seine-et-Marne, donc il y a beaucoup de distance. Donc, ça couvre les secteurs psychiatriques de l'hôpital d'Aumont, qui sont au nombre de 3 secteurs psychiatriques, 2 secteurs psychiatriques de Colomiers, et au niveau de Jossigny, où il y a 4 secteurs psychiatriques avec 2 intersectoriels. Donc, c'est quand même une population et une surface territoriale très, très grande. Je dirais, ça va de la Ferté-Gaucher jusqu'à Mini-Lamelot, ça va jusqu'à Chaumes-en-Brie, Lizy-sur-Ourcq. Canada de Grèce après, Ah oui. ouais, jusqu'à Brie-Comte-Robert, Oui, hein, Brie-Comte-Robert. pratiquement, je dirais au-dessus de Chaumes-en-Brie, 104. c'est le- Pratiquement, c'est le 104 qui un peu sépare le nord du sud. Donc, c'est un territoire qui est très, très vaste, très grand, où la mobilité prend énormément de temps. Et du coup, nous, on essaye de rentabiliser cette mobilité pour se déplacer au moins pour voir plusieurs personnes, pour ne pas perdre beaucoup de temps dans cette mobilité. Du coup, voilà, on est aujourd'hui une équipe de 4 professionnels en fait pour tout le territoire du nord de la Seine-et-Marne. Donc, quand vous voyez, Meaux, 112 communes, Coulommiers, 84 communes, Marne-la-Vallée, 51 communes. Donc, c'est énorme. Bon, après, on essaye aussi de réduire les attentes et de faire au mieux et de répondre au plus vite pour les personnes. Et tout en sachant qu'aujourd'hui, la Seine-et-Marne, il y a beaucoup, beaucoup de structures d'accueil médico-social, il y a beaucoup de, même si en réalité ça manque, mais il y a beaucoup de structures qui accueillent des personnes précaires. Il y a aussi de nos voisins, les départements à côté aujourd'hui, qui ouvrent des structures médico-sociales pour accueillir du personnel sur notre territoire de Seine-et-Marne. Et malheureusement, comme vous le savez, la Seine-et-Marne, c'est un territoire qui est très désertique au niveau médical. Hein. Sur tout ce qui est soins somatiques et psychiatriques, c'est le désert. Hein. Il y a, en tout cas, rien que sur Meaux, actuellement, on n'a qu'un seul psychiatre, un libéral. Et on a des postes qui manquent sur le pôle psychiatrie de Gef, donc le pôle de Nord Seine-et-Marne. On a beaucoup de manque au nombre de psychiatres et de paramédicaux. Et du coup, nos CMP des différents secteurs de Meaux, de Coulommiers et de Marne-la-Vallée, ils sont en grande souffrance au niveau médical, mais au niveau paramédical. D'où la difficulté d'accès de cette population aussi aux droits communs. Voilà, ça c'est à peu près donc du coup sur l'année là qui s'est écoulée les chiffres. Donc Il y a une erreur, 52. Ah oui, non, 68 c'est plus ça, 24. c'était 92. Donc oui, il y a une petite erreur en même temps. Donc ça c'est le tableau qui peut montrer les fiches liaison qu'on a reçues par mois, le nombre de fiches liaison. Donc on peut voir qu'au mois de janvier, voilà, qu'il y a un pic de fiches liaison qui est apparu. Donc, du coup, pour traiter un petit peu toutes les fins d'année, tout ce qui a pu aussi… on a eu beaucoup de retours aussi du confinement, des décompensations, le fait qu'au mois de janvier, il fasse froid aussi. Il y a beaucoup plus d'attention aussi des personnes extérieures en voyant des gens à la rue avec des problématiques qui soient de santé psychiatrique ou psychique dans des grands froids comme on a eu ces derniers temps. Et on sait que cette population, elle est très nomade, hein, là où ils entendent qu'il y a une telle ou telle structure, il y a un accueil de jour. Donc, il y a des moments où il y a beaucoup de tensions sur les centres d'accueil de jour de Meaux, de Chelles ou par l'afflux des personnes venant d'autres départements aussi sur le secteur. Donc ça, c'est des projets qu'on envisage sur du coup des objectifs qu'on s'est donnés pour l'année 2023. Voilà, on aimerait justement, nous, le travail d'une équipe mobile, c'est aussi de travailler en réseau avec les partenaires, d'avoir aussi beaucoup de regards croisés. Si on ne travaille pas, nous, en tout cas, c'est notre politique, si on ne travaille pas les uns avec les autres, les accompagnements restent compliqués. Aujourd'hui, on a tous besoin des uns et des autres et on aimerait pouvoir faire une porte ouverte
pour présenter en tout cas notre service, pour pouvoir justement essayer de sensibiliser face à la maladie mentale, ce qui fait aussi très peur chez les gens, que ce soit quand on parle de schizophrénie, quand on parle de bipolarité, automatiquement on se souvient de ce qu'on a vu dans les médias. Un schizophrène, ça va obligatoirement poignarder quelqu'un. Enfin voilà, c'est des choses comme ça qui sont pas forcément bien vues et en tout cas qui attirent pas forcément du coup les professionnels à pas avoir peur. Aujourd'hui, voilà, c'est de pouvoir sensibiliser les gens par rapport à ces maladies et de ne pas stigmatiser en fait ces maladies-là. C'est ce que je disais, que nos patients souffrent de double peine, le double de la précarité sociale, mais surtout aussi la précarité psychique. Et du coup, ça renvoie aussi aux personnes, ça leur renvoie à des choses très, très difficiles à supporter, aussi bien à la population générale quand ils voient dans la rue non seulement une personne précaire dans la rue, mais quand il a encore plus de troubles psychiatriques, ça augmente beaucoup plus la stigmatisation de ces personnes. Et donc, notre rôle, c'est de venir accompagner ces personnes vers les soins, mais on reste toujours derrière la personne qui est référente. Donc, notre rôle n'est pas de prendre la place de référent, c'est travailler avec le référent afin de mieux accompagner la personne. Voilà, et quand on fait la présentation donc des EMPP auprès des partenaires, voilà, c'est aussi de fonctionner aussi avec des conventions. Aujourd'hui, on travaille beaucoup les conventions avec nos partenaires et ce qui crée aussi vraiment un lien et on se tient à ce lien. Voilà, la convention fait aussi que c'est du travail régulier et de répondre aussi à une demande ou un appel d'un collègue voilà, qui a besoin du coup de nous saisir sur des situations. Par exemple, les accueils de jour, voilà, on se présente souvent aux accueils de jour. Par exemple, Meaux, on y va tous les 15 jours. On va aussi à l'accueil de jour de Coulommiers une fois par mois. À Chelles aussi une fois par mois. Voilà, c'est là où aussi on peut s'entretenir avec les usagers, déceler des choses, être en contact avec eux et du coup pouvoir être rassurant. Voilà, c'est une aide en plus. Voilà, c'est aller vers. Et ces conventions ont pour but surtout de mettre un cadre pour notre intervention auprès. Donc, on ne demande pas spécialement des choses à notre partenaire, mais c'est mettre le cadre de notre travail ensemble. Et c'est aussi la commande de l'ARS que le travail soit encadré par des conventions. Notre intervention, ça passe toujours par une fiche de liaison. C'est une fiche que vous aviez sûrement, les différents partenaires l'ont reçue et on l'a sur le site Internet. Ça permet d'avoir que la personne, la référente, se pose avec l'usager ou la personne demandeur d'aide pour mettre en mots, en quelques mots, en quelques phrases, l'objectif de cette demande d'évaluation et que la personne qui soit bien informée. De toute façon, on ne voit pas les personnes qui ne sont pas d'accord pour nous voir. Donc, l'objectif de cette fiche de liaison, c'est vraiment prendre le temps avec la personne pour, je dirais, travailler la demande et puis que les choses soient plus claires, en sachant que nous n'intervenons pas dans l'urgence. On n'est pas une équipe d'urgence. Quand il y a une urgence, c'est le droit commun. On travaille avec l'accord de la personne. On n'oblige pas la personne à des soins, sauf s'il y a vraiment un état de dangerosité particulière ou s'il y a vraiment une mise en danger particulière. Donc, on essaye toujours de travailler l'alliance et l'adhésion de la personne à sa prise en charge. Et on n'a pas parlé aussi du coup des synthèses. Oui, voilà. Ça c'est on propose les synthèses aussi. Ça c'est le soutien aux professionnels. Donc, voilà. Ça passe par ce que j'avais dit ça au début. Donc, ça passe par des réunions de synthèse sur place ou par visio. Ça peut aussi passer par le téléphone, un appel. Ça peut parfois aider pour qu'une autre personne différente de référent puisse apporter un avis. Voilà, aujourd'hui, c'est pour aider aussi du coup tout professionnel qui peut rencontrer une problématique d'une personne, d'un usager qu'elle suit, qui pour autant a un domicile ou pas, mais du coup se retrouve devant une situation bloquée parce qu'elle n'a plus de solution, elle a tout essayé.
et qu'aujourd'hui, par exemple, cette personne s'enferme et qu'elle a besoin d'être orientée plus sur la maladie psy. Donc, nous, on propose des synthèses, du coup, en présence du médecin pour avoir un regard médical et essayer de pouvoir aider à débloquer cette situation, même si on sait qu'on n'intervient pas au domicile. C'est juste de venir en soutien. Je voulais ajouter un mot surtout sur l'hospitalisation en psychiatrie parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens et puis les gens se posent des questions. Pourquoi on ne l'hospitalise pas? On accompagne un patient à l'hôpital. Pourquoi le médecin ne l'a pas hospitalisé? Pourtant, voilà. Les hospitalisations en psychiatrie sont, voilà, il y a des indications bien particulières pour vraiment être un hôpital psychiatrique hospitalisé. Il y a deux modes d'hospitalisation, c'est l'hospitalisation libre et l'hospitalisation sous contrainte. L'hospitalisation libre, quand le médecin psychiatre estime après son évaluation que la personne a besoin des soins en milieu psychiatrique, en milieu spécialisé, il le propose à la personne et la personne accepte. Voilà, il n'y a pas de position particulière, donc ça se passe. Deuxième mode d'hospitalisation, c'est sous contrainte. On a deux modes d'hospitalisation sous contrainte. C'est le premier mode, c'est l'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers. Et là, le tiers peut être toute personne qui agit dans l'intérêt de la personne qu'il a. Et il doit être quelqu'un qui le connaît, qui a déjà eu des liens avec lui. Et donc, l'hospitalisation sous contrainte, ce n'est pas le référent ou le tiers qui le demande. C'est plus le médecin. Donc, c'est une décision médicale, l'hospitalisation. Mais comme la personne qu'on veut hospitaliser, c'est quelqu'un qui n'a pas conscience de ses troubles ou il n'a pas conscience de sa mise en danger, le psychiatre demande un tiers pour justifier l'hospitalisation. C'est la loi. Il faut qu'un tiers soit signataire. On a l'hospitalisation en péril imminent, mais ça, c'est qu'un cas d'urgence, mais il faut que ce soit quelqu'un en dehors de l'établissement hospitalier qui le fait, et on a l'obligation dans les 24 heures de chercher un tiers. Sinon, voilà, ça passe après en hospitalisation normale à la demande d'un tiers. Le deuxième type d'hospitalisation, c'est l'hospitalisation à la demande d'un représentant de l'État, ce qu'on appelle les SDRE. Là, c'est beaucoup plus quand il y a vraiment de troubles de l'ordre public avec une mise en danger d'autrui. Et c'est là où la personne vient souvent avec un certificat médical d'un médecin en dehors de l'établissement que l'accueille. C'est l'obligation de la loi. Et il doit y avoir une obligation aussi qu'il y a une mise en danger d'autrui et de troubles de l'ordre public. Donc, c'est une hospitalisation par le préfet de la République. Et c'est plus compliqué pour nous parce que, voilà, il y a beaucoup plus au niveau des certificats médicaux, mais surtout, toute demande d'élève doit être validée par le préfet. Donc, si le préfet refuse la demande d'élève, et donc, on ne peut pas sortir la personne de l'hôpital, ce qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui pour nos personnes de la rue qui n'ont pas de domicile. Et quand quelqu'un est hospitalisé en SDRE et qui n'a pas de domicile, aujourd'hui, pour faire lever cette hospitalisation, c'est presque impossible. Vous imaginez avec tout ce qui se passe actuellement et que personne ne veut prendre une responsabilité où tout le monde se protège, une personne qui est hospitalisée en psychiatrie, en SDRE, parce que pour trouble de l'ordre public, mise en danger d'autrui, si on dit qu'on veut le sortir de l'hôpital et il n'a pas de domicile, ça c'est une mission impossible. Donc, d'où nous sollicitons nos partenaires aussi dans le médico-social pour assurer aussi à ces personnes aussi, parce que si on l'hospitalise 6 mois ou 4 mois ou 3 mois ou 1 an et qu'il sort à la rue, la gestion de soins et l'ajustement, ça va être compliqué s'il n'y a pas de référence, s'il n'y a pas de stabilité au niveau aussi de domicile. C'est là où on voit et on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de manque d'hébergement pour des personnes qui ont des problématiques psychiatriques avec une prise en charge du coup. C'est sûr que prendre en charge quelqu'un à la rue sur le plan psychiatrique, on est très limité.
Souvent, au niveau de traitement psychiatrique, malheureusement, c'est rare qu'on ait une monothérapie. Ça veut dire que c'est rare qu'on ait un seul médicament qui marche. Donc, il faut des associations. S'il s'agit d'une injection de traitement à retard et plus de comprimés, quelqu'un à la rue, on ne prendra pas le risque de donner quelqu'un à la rue de comprimés qu'il va traîner dans ses poches ou dans ses bagages et qui sera obligé d'être volé ou d'échanger ou de vendre ces traitements pour d'autres personnes à la rue. Donc, ça complique vraiment la prise en charge. Et du coup, malheureusement, nos services de psychiatrie se retrouvent embolisés par des personnes en situation comme ça, des pathologies psychiatriques chroniques et qui n'ont pas du tout de domicile. Ben oui, on n'en a pas parlé, oui. Voilà. La composition de l'équipe, du coup, qui est composée donc, du coup, d'un médecin psychiatre coordinateur, donc le docteur Kress, qui est là avec nous tous les mardis, d'un psychologue, donc Andy, d'une infirmière qu'on est en train de recruter, du coup, puisqu'avant, il y avait Maria avec moi, hein, pour ceux qui la connaissaient. Maria va donc nous quitter et donc pas là aujourd'hui, puisqu'elle est partie pour d'autres horizons. Et puis moi-même, donc éducatrice spécialisée. Donc voilà, on en a parlé tout au long de ce PowerPoint, la façon dont vous pouvez nous saisir. Donc, c'est via la fiche liaison ou d'un petit coup de téléphone. Comme ça, nous, on vous envoie la fiche liaison par mail ou lors des permanences. Quand on vient, vous pouvez nous parler d'une situation pour laquelle vous êtes préoccupé. Et à ce moment-là, on se met en relation et on vous transmet cette fiche liaison. Voilà. Alors, cette fiche liaison, elle nous permet aussi à nous de pouvoir avoir des renseignements concernant la personne, d'avoir une date de naissance, un nom, un prénom. Déjà, ça nous permet de pouvoir demander au médecin si cette personne-là est connue ou pas connue, les antécédents s'il y en a. Et puis après, de pouvoir écrire aussi, voilà, qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui, pourquoi vous saisissez le service, c'est quoi les points sur lesquels vous portez importance et pour lesquels vous êtes du coup préoccupé par cette personne. Et qu'est-ce qui ferait que ce serait une problématique psychiatrique aujourd'hui. Voilà. Donc après qu'on a été saisi par cette fiche liaison, donc tous les mardis, avec la présence du médecin, on fait état de toutes les fiches liaison qu'on a et puis après, on revient vers vous une fois qu'on a eu un retour, une réponse, un rendez-vous ou une orientation. On revient vers vous, donc soit par téléphone, soit par mail, voilà, pour vous dire ce qu'il a été dit durant la réunion. Mais de toute façon, toujours un retour. Est-ce que vous voulez rajouter des choses? Donc voilà comment est composée du coup l'équipe. Donc on voit Santé L'Âme EMPP 77, c'est parce qu'aujourd'hui le MPP, oui, est une équipe, mais on est rattaché donc du coup à un service, donc le service qui comprend le LAM, les lits d'accueil médicalisés, et EVA, qui est donc à l'hôpital. On a une collègue qui travaille aussi à EVA, notre directeur, donc Monsieur Nguyen, et une secrétaire. Voilà. Donc, voici tous les liens, les numéros de téléphone que vous pouvez avoir sur l'équipe. Donc, voilà, chaque professionnel a son téléphone portable. Et puis, du coup, le lien aussi via equalist.org pour aller voir un petit peu tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Hein, pourquoi le MPP, à quoi ça sert, c'est quoi nos missions. Et en même temps, de pouvoir avoir la fiche liaison via le lien direct. Les vignettes cliniques, on avait pensé à vous proposer 2 vignettes cliniques. Alors, pour laisser le temps aux échanges, mais je pense qu'il faut les résumer. Pour laisser le temps aux échanges. On peut se dire encore 5, on va dire 8 minutes pour les petits cas cliniques, ça ira? Ouais. D'accord. On aura 10 minutes d'échange. Alors, hop. Voilà. Donc, on va vous présenter aujourd'hui deux cas cliniques, 2 personnes, donc un homme et une femme. Donc, le premier, c'est un monsieur. Vous changiez votre écran, du coup. Sauf si vous Ouais, n'avez pas de PowerPoint pour ça. Alors, hop.
C'est bon pour vous là? Non, pour repartager votre. Là, on ne voit pas. Voilà. Hop, s'il veut bien. Voilà. Voilà. C'est bon? Après, c'était si vous vouliez le diffuser. Hein. Moi, c'était pour vous. Si vous ne voulez pas le diffuser, je pensais que vous aviez un autre. Non, vous inquiétez pas. C'est des écrits qui restent anonymes de toute façon. Okay. Voilà, il n'y a que les villes qui ressortent. Un petit peu pour du coup changer un peu de secteur. Donc là, c'est un monsieur qui est âgé de 27 ans, qui vit à la rue depuis plusieurs années, donc 4 ans environ. Il a été pris en charge du coup par le pôle d'autonomie territoriale et le CCAS de Coulommiers. Il fréquentait, on l'a rencontré du coup à l'accueil de jour aussi. Et il est également pris en charge par un curateur. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de personnes autour. Voilà, il y a beaucoup de personnes. Et c'est une personne qui avait des antécédents psychiatriques, mais qui était en rupture de soins depuis plusieurs années. Voilà. Donc, on a été saisi par téléphone par le service du pôle d'autonomie territoriale de Coulommiers qui échange de la situation avec nous. Donc, on a pris en premier lieu pour effectuer un premier bilan de la situation de monsieur qui a été investigué par les professionnels. Donc, quand on vient vers nous et qu'on discute d'une situation, on échange avec le médecin, on voit si lui, il a des informations à nous donner et puis qu'est-ce qui gravite autour de monsieur, pourquoi il en est là aujourd'hui. Avant de pouvoir aller le rencontrer aussi, pour savoir s'il n'y a pas du coup des antécédents qu'on pourrait apporter aux professionnels. Donc, c'est une personne qui vivait donc à la rue, qui s'est élu domicile dans les forêts pendant 3 ans, très isolé socialement, très isolé. Hein, il n'y a pratiquement pas de famille, personne. Il a perdu ses parents en fait. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui n'avait plus du tout de parents, qui avait pour repère une seule tante qui vivait sur Coulommiers, mais avec qui il n'y avait plus de lien. Donc, pour vous imaginer un peu dans quelles conditions il vivait, c'était un jeune qui vivait sur un champ, dans une tente, avec tous les détritus de nutriments, d'excréments, donc qu'ils soient en dedans ou en dehors de la tente. Donc, du coup, avec une présence de rongeurs et qui vivait au bord de l'eau, je pense, pour nettoyer quelques affaires de temps en temps et pouvoir nettoyer un petit peu sa vaisselle. Voilà, qui était vraiment en reclus de la société, qui s'était vraiment isolé et qui, donc, du coup, a développé petit à petit sa pathologie qui est réapparue, en fait, hein, puisqu'il l'avait déjà à l'origine. Une décompensation de sa pathologie depuis plusieurs années. Et qui a donc été, du coup, repéré par le PAT, le service du PAT et le service du CCAS, qui ont été sensibilisés au niveau de sa situation. Donc, on a été à la rencontre avec la référente de monsieur, la référente du PAT. On a été à sa rencontre, on a fait de l'aller vers. On a été donc du coup jusqu'à la tente. C'est aussi pour ça qu'on peut partager avec vous la visibilité de l'accueil dans lequel il vivait, en tout cas. Donc, il n'était pas là le jour où on l'a visité. Ce n'est pas grave, mais en tout cas, on a pu échanger avec la référente, donc Madame Cosson à l'époque, et qui l'est encore. De la situation de monsieur. On en a après échangé avec le médecin aussi. Du coup, tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a pu constater, on l'a rapporté au médecin lors de notre réunion. Et petit à petit, on est venu à le rencontrer au service du CCAS. Donc, c'est quelque chose qui a été travaillé en amont, puisque quelqu'un qui est en une pathologie comme la sienne, on ne peut pas lui dire on vient vous voir aujourd'hui à telle heure ou dans une semaine. Voilà, il faut que ça se prépare. Il faut qu'il puisse avoir un repère aussi avec les gens avec lesquels il a l'habitude. Donc, c'est pour ça que nous, on n'a rien changé. En fait, on est passé vraiment par les gens avec qui il avait confiance pour pouvoir se dire aujourd'hui, on va se donner rendez-vous dans un lieu qu'il connaît, avec des gens avec qui il travaille régulièrement et pour qui il a confiance. Donc, on l'a rencontré au CCAS de Coulommiers. En présence de son curateur et en présence de ses référents. Donc, la rencontre était compliquée, hein, était difficile. C'est quelqu'un qui était dans un état de compensation psychotique très avancé. Donc, il était inaccessible, hein, pratiquement. Et d'où, sur place, la nécessité qu'on avait vue qu'il fallait cette personne, on ne pouvait pas la laisser
comme ça dans cette situation de compensation avec tous les risques pour lui et pour autrui aussi. Et donc, quand je lui ai proposé d'être accompagné aux soins psychiatriques, c'est là où il n'a pas du tout fait suite, hein, il n'était pas du tout d'accord. Et heureusement, on avait préparé cette rencontre par prise en charge par la police, par les pompiers, pour au cas où il nécessitait de l'accompagner à l'hôpital, il fallait qu'il soit organisé avec les urgences psychiatriques de Colombie, ce qui a pu être possible ce jour-là et qui, cette personne a pu bénéficier à la fin d'une hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers par le curateur et il est aujourd'hui toujours hospitalisé à Colomiers. Il y a une amélioration de son état, sauf que malheureusement, après 4 ans de désocialisation, 4 ans de clochardisation et d'isolement, elle reste quand même en marge de la société, en marge même dans le service de psychiatrie. C'est très compliqué pour lui, les liens avec les autres. Mais au moins, il a bénéficié des soins aujourd'hui. Il y a un projet pour lui, un projet des soins et projet par la suite d'une sortie accompagnée à l'extérieur. Donc voilà, j'ai mis que la prise en charge aura duré au moins 5 mois entre le fait de rencontrer du coup le PAT, de faire de l'aller vers, de le rencontrer aussi à l'Oasis de Coulommiers, l'accueil de jour. Donc c'est là aussi où on a pu avoir du lien, où on a pu se transmettre en disant on a vu monsieur, on n'a pas vu monsieur, on est inquiet, l'état d'incurie dans lequel il était aussi et dans lequel il vivait. Donc voilà, en tout et pour tout, ça aura duré 5 mois. Et ça, c'est typique de prise en charge longue de l'EMPP avec des personnes comme ça qui sont très désocialisées, qui sont à la rue. Le temps de prendre confiance, qu'ils vous fassent confiance, le temps que vous arrivez à tisser des liens avec eux, c'est énorme. Nous, on a l'expérience dans le passé d'une personne, on a mis presque 2 ans pour l'amener vers le soin. Donc, le deuxième vignette clinique, c'est Madame M, qui est âgée d'une 40aine d'années. Donc, du coup, cette dame-là, on l'a rencontrée lors de nos permanences à l'accueil de jour de Meaux. C'est une dame qui a demandé à nous rencontrer. Voilà, nous, on arrive, on se présente, on dit qui on est, pourquoi on est là. Et puis, après, on laisse à disposition les gens de pouvoir venir nous voir et de venir vers nous s'ils le souhaitent. Donc, du coup, Madame N, elle est venue vers nous et puis elle nous a demandé, elle nous a sollicité pour en tout cas être aidée. Donc, à l'époque, avant que les équipes mobiles santé-précarité existent, du coup, on rentrait par le somatique pour pouvoir atteindre la problématique psychiatrique. Parce que si on arrive et qu'on dit on s'occupe de la psychiatrie, c'est mort, les gens ne vous parlent pas et du coup se renferment parce que même eux, ils ont peur aussi du coup de pouvoir entendre ce mot-là. Ça fait un gros mot, ça leur résonne comme un gros mot en tout cas. Donc, on est rentré par le somatique, puis voilà, elle vient, elle nous dit qu'elle a des problèmes pour dormir, que ça ne va pas. Et puis, petit à petit, elle nous parle du coup de son parcours migratoire, qu'elle voilà, elle a subi de gros traumatismes. Et du coup, petit à petit aussi, on vient parler de ses consultations et puis son histoire, en tout cas, me dit qu'aujourd'hui, madame, elle peut relever d'un service, en tout cas d'accompagnement. J'en échange du coup avec le médecin lors des réunions pour avoir ce regard croisé en fait de la problématique somatique et psychiatrique de madame et puis de pouvoir lui dire j'ai pensé à ça et voilà, d'où l'importance de pouvoir partager en tout cas nos connaissances et nos compétences à chacun. Et donc, du coup, le docteur Kress valide. Donc, je finis par demander à madame d'aller rencontrer son médecin traitant pour pouvoir faire une demande de remplissage de dossier médical pour pouvoir présenter sa situation dans les lits d'accueil médicalisé, puisqu'aujourd'hui, son pronostic était plus ou moins sombre. Et puis, de mon côté, j'ai fait le rapport social et madame, du coup, est entrée dans le service de lit d'accueil médicalisé d'Equalis, après avoir été passée en commission, bien sûr, parce qu'il y a une commission pour pouvoir admettre les personnes. Et aujourd'hui, madame peut exprimer en tout cas qu'elle remercie. Je la croise de temps en temps, donc elle nous remercie tous les jours. On la voit plus épanouie, plus souriante et plus sécure aussi, parce que c'est quelqu'un qui a vécu énormément de violence. Une précarité sociale et psychique. Voilà. Et du coup, voilà, elle peut aujourd'hui parler aussi d'un avenir, de projets.
chose que quand on l'a vu, c'était pas du tout d'actualité. Et c'était quelqu'un qui pleurait énormément. On sentait voilà, ses épaules très très larges de douleur et de souffrance. Et aujourd'hui, on arrive à percevoir un sourire. Voilà. Rien que ça, pour nous, c'est valorisant. Oui, c'est des situations dans lesquelles, je dirais, la fin était plutôt rude, mais il y a beaucoup de situations aussi que malheureusement, malgré tout ce qu'on peut faire pour aller vers les personnes, elles restent pas du tout accessibles et qu'elles veulent pas du tout des soins. Il n'y a pas suffisamment d'arguments psychiatriques pour les mettre sous soins sous contrainte. On a l'exemple récemment, la semaine dernière, on s'est déplacé voir quelqu'un qui s'est replié sur lui-même et qui ne veut plus de contact avec l'extérieur, mais qui, sur le plan psychiatrique, ne posait pas du tout de problèmes urgence ou de problèmes psychiatriques aigus qui nécessitent l'intervention et la mise de soins sous contrainte. Et là, malheureusement, on ne peut rien faire que d'attendre, comme beaucoup dans d'autres situations. Et malheureusement, il faut passer par des situations de mise en danger de soi ou d'autrui ou d'agressivité pour que soit amené vers les soins psychiatriques. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on doit faire aussi abstraction. Par exemple, la personne que parle le médecin, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vit dans son camion depuis 1 an. Et puis, donc, du coup, il vit, voilà, il y fait ses excréments, il y vit, il y dort, il y mange. Aujourd'hui, c'est un papa qui nous saisit aussi, hein, avec le CCAS de la ville. Et on a un papa régulièrement au téléphone qui pleure et qui ne sait pas comment faire, et pour qui on doit faire abstraction aujourd'hui parce qu'on a été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait, mais on ne peut pas hospitaliser sous contrainte ce monsieur parce qu'il ne prétend pas à l'hospitalisation sous contrainte, qu'aujourd'hui c'est juste un refus de sa part. Ça a été son choix de se renfermer de la société et de la sociabilisation, et qu'on doit respecter ça en fait. Voilà. Et c'est vrai que pour nous, bah, voilà, on a été au bout de ce qu'on pouvait, mais ce papa, c'est vrai que bah, le laisser dans une détresse et de le laisser en pleurs comme ça, c'est aussi difficile pour nous, mais on ne peut pas, en tout cas, en faire plus. Voilà, on est à votre disposition pour toute question, pour toute remarque. Merci beaucoup.